Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sacrément nombreux. Comme ça a été annoncé, je viens pour vous parler de données, mais je rentre dans qu'est-ce que j'entends par la donnée juste après. Et donc je vous disais, il y a très très longtemps, ni Internet ni le web n'existaient. Ce très très long question, ça remonte, c'était il y a un peu plus de 40 ans, et depuis les choses ont bien évolué. Le web donc s'est énormément démocratisé. Ça, c'est image qualité de l'époque. Le web s'est énormément démocratisé et on a commencé à mettre en place tout un tas de services qu'on avait avant en physique et à les mettre en ligne. Je pense notamment à vos banques, à l'administratif, même potentiellement faire vos courses. Tout ça, c'était des services qui étaient disponibles exclusivement en face à face avec quelqu'un, qui sont aujourd'hui disponibles en ligne. Et de la même façon, on a pris des choses qui étaient déjà à l'époque en local sur vos machines et on les a mis en ligne aussi. Pour répondre à ce besoin de tout mettre en ligne, il y a le cloud qui est né et qui s'est pareil développé. Aujourd'hui, ça fait partie du quotidien d'une bonne partie de la salle, je pense. Et ça a donné lieu à des vocations autour. Je pense au SRE, au DevOps, aux Platform Engineers. Et ça, c'est du côté donc, de la technique, mais également du côté des usages. L'informatique a pas mal évolué. Aujourd'hui, le téléphone, c'est le moyen privilégié pour accéder à Internet. Donc on est bien loin de ce qui se faisait il y a quelques années. Et je vais vous poser une petite question à main levée qui parle directement à son téléphone, vraiment à haute voix, pour lui demander de faire des actions comme planifier un réveil, un timer, lancer un appel, ce genre de choses. Pas tant que ça en vrai, mais on voit que ça se fait quand même pas mal et que ça se fait notamment de plus en plus. Donc les usages évoluent et les supports du web changent aussi. Et ça se traduit également par autre chose. Il n'y a pas si longtemps, n'importe qui, quand il voulait une information sur Internet, il allait dans sa barre de recherche, il tapait sa question et cliquait sur le premier lien et il farfouillait là-dedans. Aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des gens qui, plutôt que de faire ce cheminement-là, vont directement demander à une IA. Alors vous choisissez votre IA, Claude AI, ChatGPT, DeepSeek, mais c'est quelque chose qui se fait de plus en plus si vous voulez savoir si votre œuf est encore comestible après 3 jours. Il y a pas mal de gens qui ne feront plus la démarche d'aller faire une recherche Internet, mais qui utiliseront l'IA. Ça, c'était au niveau des individus, mais au niveau des entreprises, et plus gros, ça évolue aussi. Sur un sujet un peu différent, mais j'espère que vous allez voir où je veux en venir. La data, ça a toujours été un nerf de la guerre, et pour prendre des décisions, toutes les entreprises se sont toujours basées sur énormément d'informations. Mais aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'imaginer une entreprise prendre les bonnes décisions sans avoir énormément d'informations, tout un tas de KPI, de graphiques, de tableaux, pour être capable de décider. Et toutes ces choses-là, elles se font en ingérant de plus en plus de données, des volumes qui sont vraiment conséquents. Alors ça fait un moment que c'est le cas, mais c'est un enjeu qui devient de plus en plus clé, et surtout les volumes et l'utilisation de la donnée, ils prennent des ordres de grandeur de différence. Alors je ne vais pas vous faire un laïus sur le contexte géopolitique actuel, mais quand on voit à quel point la donnée, c'est aujourd'hui, ça l'a toujours été, mais de plus en plus, ce qui gouverne le monde, ce qui le fait marcher, et ce qui donne vraiment du pouvoir sur pas mal de choses. Je vous laisserai notamment vous renseigner sur ce qui se passe actuellement aux États-Unis. La question se pose un peu de où est-ce qu'on veut stocker sa donnée et comment on veut la stocker. Alors, comment est-ce qu'on stocke de la donnée? En petit sous-titre, comment je vous amène subtilement vers le Data Lakehouse. Vous allez voir, c'est très subtil. Rapidement, avant de continuer, qui je suis donc Alexis Langlais, ça fait bientôt 1 an que je travaille pour Nudibranche Technologies. On est basé à Montpellier et, surprise, on crée Hyperfluid, un lakehouse souverain et multitenant. Donc moi, je me place plutôt du côté de ceux qui créent les plateformes de données que de ceux qui les utilisent.
Et là, je change un peu à moitié de perspective pour vous en parler. Donc la donnée. Pour faire tout un tas de choses dont on a parlé, de la business intelligence, de l'IA, on veut en ingérer beaucoup et on voudrait la centraliser, donc l'avoir à un seul endroit, et la stocker et l'utiliser le plus efficacement possible. Comment on fait ça? On va vouloir la stocker, et pour la stocker aujourd'hui, il y a 3 grandes solutions, qui sont le Data Warehouse, le Data Lake et le Data Lakehouse. Je vous explique tout de suite de quoi je parle. Le Data Warehouse. Vous voulez stocker de la donnée structurée, exclusivement structurée. C'est globalement ce qu'il vous faut, à un petit compromis près. C'est que à chaque fois que vous allez atteindre un cap de quantité de données, à chaque fois que vous allez vous retrouver un peu limité par la quantité de données que vous pouvez mettre, il va falloir ajouter du disque. C'est cher. Et en plus de ça, vous avez un peu tout qui est couplé en un seul gros morceau. C'est une sorte de grosse base de données qui est optimisée pour du traitement de données. Et ça, dès que vous allez vouloir le scaler, ça va vous poser tout un tas de problèmes. Donc on a une autre solution, qui est le Data Lake. Et alors un Data Lake, c'est une plateforme qui va répondre, donc c'est exclusivement du stockage, là où le Data Warehouse fait aussi une partie de traitement. Le Data Lake, c'est exclusivement du stockage, et ça répond à 3 critères. Ça doit être du stockage qui n'est pas cher, qui est scalable facilement, et qui n'est pas forcément structuré. Vous pouvez mettre de la donnée brute directement dedans, notamment sous forme de fichiers, et ça va marcher. Pour ceux qui font le rapprochement, si vous pensez à S3, Google Cloud Storage ou Azure Data Lake Storage, ADLS, je sais plus, ça rentre parfaitement dans la case. C'est exactement ce que c'est. Vous mettez tout un tas de données brutes dedans, vous avez un Data Lake. Alors c'est top parce que virtuellement, vous avez une capacité de stockage qui est infinie, exclusivement limitée par la taille de votre compte en banque. Mais il y a un petit problème, c'est que vous mettez tout un tas de données qui sont brutes, qui sont plein de fichiers, que vous mettez absolument partout, et vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle un data swamp. Le data swamp n'est pas une de nos solutions envisageables, c'est exclusivement pour se moquer des data lakes qui ont mal tourné. Si vous avez un data swamp, ça veut dire que vous avez tout un tas de données, donc ça c'est super, mais que quand vous cherchez une donnée en particulier, vous ne la trouvez pas, et que vous avez de la donnée qui existe, qui vous serait super utile, mais vous ne savez même pas qu'elle est là. Donc autant dire, pas très utile. Et donc on a une troisième solution, qui est le Data Lakehouse. Je trouve cette image assez parlante, et je trouve que le nom a été très judicieusement choisi. Un Data Lakehouse, imaginez vraiment, si vous devez vous souvenir d'un concept, c'est un Data Warehouse posé sur un Data Lake. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez un data lake, donc un stockage type cloud, et vous rajoutez des contraintes sur la donnée que vous avez. Vous en faites des tables, et vous êtes du coup capable d'avoir un stockage qui est toujours virtuellement illimité, et la capacité de savoir à quoi ressemble votre donnée et d'avoir tout un tas de contraintes. Plutôt pas mal. Donc on se retrouve en fait avec un meilleur des deux mondes et l'alliance parfaite, quoi. Il y a quand même quelques... C'est pas magique, mais ça résout quand même pas mal de problèmes. Alors comment on fait ça? C'est une très belle bibliothèque. Imaginez que vous avez une bibliothèque aussi belle que celle-là, et vous avez une équipe de personnes qui sont très motivées, et très motivées par l'argent notamment. Si vous leur donnez plein d'argent, ils peuvent étendre votre bibliothèque à l'infini. Ils sont très forts et très rapides en plus. Dans votre bibliothèque, vous avez tout un tas de livres, c'est votre donnée, et ces livres ils peuvent être écrits dans des styles, des formats, des langues différents, mais vous aimeriez quand même pouvoir les consulter, sauf que vous avez une énorme bibliothèque qui est toujours virtuellement infinie,
et vous aimeriez trouver un livre. Eh bien, bon courage. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, pour l'instant, en fait, ça représente très littéralement un data lake. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à l'entrée de notre bibliothèque une sorte de gros catalogue qui va vous permettre de feuilleter dedans très facilement. C'est très bien ordonné, ça se lit très facilement, et de trouver le livre que vous cherchez et d'avoir une idée de à quoi ça va ressembler, de savoir dans quelle langue il est, de savoir quel format il y a et d'avoir une idée globale de l'information qu'il y a dedans. Ben, c'est exactement ça, un data lakehouse, avec un schéma un poil plus complexe. Si je prends de bas en haut, j'ai donc mon fameux stockage cloud dont je vous parlais un peu plus tôt, Amazon S3, ADLS, GCS. Ça marche également avec du MinIO, n'importe quel stockage type cloud fonctionne. Vous avez des formats qui sont ouverts pour stocker votre donnée. Ça va nous servir à faire quelque chose qui ressemble à la fin à des tables. On veut stocker notre donnée de façon structurée en bout de chaîne. Et du coup, on va faire des tables en les stockant sous forme de fichiers. Ces fichiers sont dans un format ouvert. Donc, on parle de Parquet, Avro ou Orc parce qu'ils sont très adaptés à l'exercice de gérer de la donnée. Techniquement, vous pourriez le faire avec du CSV ou du JSON, mais vos performances s'en feraient sentir. Et juste au-dessus, on a l'Open Table Format, qui est un peu piégeux. Ce n'est pas juste un format, c'est ce qui va nous permettre d'avoir tout un tas de méta-informations et qui va nous permettre de former notre gros catalogue à l'entrée de notre bibliothèque. Et ça, bah pareil, vous avez plusieurs formats. Celui avec lequel je suis le plus familier parce qu'on travaille dessus, on travaille avec un UID-branch, c'est Iceberg, mais vous en avez d'autres. Et donc ça va nous servir à créer notre catalogue à côté. Un truc super intéressant, c'est que vous voyez qu'on a un layer de stockage et un layer de compute. Ce n'est pas une seule plateforme. Alors un layer de compute, c'est ce qui va vous permettre d'exécuter des requêtes d'une quelconque forme, et c'est ce que vous allez pouvoir brancher plein d'outils différents. Alors entre pointillés, ce que vous avez, c'est du coup votre layer de stockage. Donc il se compose, quand je vous ai parlé de catalogue, ce n'était pas juste une vision de l'esprit, il y a vraiment un catalogue qui tourne souvent sous la forme d'un serveur HTTP à côté, mais il y a vraiment un catalogue auquel vous pouvez aller demander où trouver l'information. Et vous avez votre stockage juste en dessous, et vous avez un stockage. Et à partir de là, vous êtes capable de brancher tout un tas de choses qui vont vous permettre de manipuler votre donnée de façon complètement transparente. Donc je vais prendre l'exemple de Trino. Trino, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Vous branchez un Trino à votre lakehouse, et vous pouvez exécuter des requêtes SQL comme si vous parliez à une base de données. Donc en fait, vous avez créé une plateforme qui est virtuellement infinie en termes de stockage. Vous avez tout un tas de capacités en plus qui en viennent, sans m'étendre trop dessus, mais le Lakehouse vient avec des capacités comme le time travel qui permettent de remonter dans le temps sur la donnée et des choses comme ça. Donc vous offrez tout un tas de possibilités. Vous avez un stockage infini, c'est top. Et en plus, les gens qui vont utiliser votre plateforme, eux, ils vont avoir l'impression de parler à une base de données classique. Donc pour eux, ça ne change rien. Et vous avez complètement abstrait un problème qui avant était plutôt gênant. Je vous ai parlé de données, je vous ai parlé du problème des data lakes avec le fait d'avoir de la donnée qu'on met, et à la fin on ne s'y retrouve plus. C'est un problème qui en réalité ne disparaît pas tout à fait avec le lakehouse, puisqu'il y a forcément un moment donné où vous mettez de la donnée brute. Alors comment on s'y retrouve mieux? On s'y retrouve mieux grâce à l'architecture médaillon. Je fais une petite parenthèse là-dessus, parce que si un jour vous essayez de mettre en place un lakehouse, ça vous sera très très utile. Vous avez donc vos sources de données, peu importe ce que c'est, et vous voulez mettre de la donnée brute dans votre lakehouse. On a 3 layers, et chacun correspond à un degré de qualité de votre donnée. Donc vous mettez dans votre bronze, ça se présente par exemple juste comme des dossiers en fait, ou des schémas, mais peu importe, c'est vraiment très abstrait, mais juste vous les séparer logiquement pour être capable de faire la différence. Vous injectez toute votre donnée brute sous forme
dans un dossier bronze, on va dire. Vous pouvez faire un tout petit peu de transformation pour en faire des tables, donc pour que ça soit vraiment pris en compte par ce que vous utilisez derrière, par exemple Trino, par Iceberg, pour créer vos fichiers parquet. Si vous mettez, par exemple, vous avez la possibilité de mettre directement un JSON. Votre JSON, ça va être compliqué à parser, compliqué à lire. Si vous le prenez et que vous en faites une table, puisque du coup c'est notre objectif pour toute notre donnée, en faire des tables à la fin, vous pouvez le prendre, le transformer directement, faire vraiment, vous ne le nettoyez pas, tel quel, ça reste aussi dans le bronze. Si vous prenez cette donnée, que vous la nettoyez, que vous la joignez avec autre chose, que vous prenez d'autres données Silver et que vous les joignez ensemble également, vous vous retrouvez dans le layer Silver. C'est la donnée qui est presque prête à utiliser, qui globalement vous donne plein d'informations, mais que vous ne voulez sans doute pas utiliser telle qu'elle. Elle n'a pas encore atteint son objectif final. Et finalement, dans votre layer Gold, vous allez vous retrouver avec tout ce qui est prêt directement à l'emploi. Ce que les gens peuvent venir récupérer, requêter, utiliser directement, le connecter à des outils de visualisation, tout ça. Ça va dans le layer Gold. Alors, je vous ai parlé de comment ça fonctionnait. Il va peut-être être temps que je vous fasse une petite démonstration de comment ça s'utilise. Et il va falloir que je justifie mon titre, qui est donc Data Lakehouse et Open Data pour trouver son appartement. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre de la donnée libre, donc qui est fournie par le gouvernement, par la métropole, et la mettre dans un lakehouse, la traiter et obtenir quelques métriques qui permettent de se dire « Ok, je préférerais m'installer là ou là en fonction de deux critères que moi j'ai choisis, qui sont le prix et les zones vertes donc, de Montpellier. » Si vous voulez faire ça, c'est possible de le faire avec plein d'autres choses. Hop. Tac, tac, tac. Alors attendez, petite transition. Magnifique. Tac, tac, tac. Et là, j'aimerais... Zut, je crois que je vous ai spoilé. Tac. On m'entend? Oui, on m'entend. Magnifique. Alors, ce que je vous propose de commencer par faire, c'est mettre en place notre architecture. J'en ai fait une petite partie avant. Oh. Magnifique. J'ai tout cassé, c'est pour ça que ça sonne. Donc, je me sers, pour mettre en place ça, de la plateforme qu'on fait à Nudibranche, qui est hyper fluide, mais techniquement, ça, vous pourriez le faire vous. Un data lakehouse, je vous ai dit, c'est un catalogue et du stockage. Donc, techniquement, vous pouvez tout mettre en place vous-même. Ça demande juste un peu plus de travail, ou vous pouvez utiliser des plateformes qui existent. Moi, je me sers de ce qu'on fait parce que ça serait dommage de ne pas s'en servir quand on bosse dessus. Hop, et je me retrouve donc, j'ai juste créé, en quelques clics, j'ai créé un Minayo et un Trino. Donc Trino, c'est ce que je vous ai montré un tout petit peu plus tôt, qui permet du coup d'exécuter des requêtes SQL et d'interagir avec mon lakehouse. Il faut forcément qu'à un moment donné, je mette en place un point d'entrée. Pour moi, ça sera Trino. Et Minayo pour mon stockage. J'ai besoin de créer... alors, tac. J'ai juste récupéré ça. Parfait. Et j'ai besoin de créer donc ce qu'on appelle un catalogue, qui n'est pas le même catalogue. C'est pas très pratique. Dans le milieu, ils ont décidé de tout appeler catalogue. Et c'est des concepts qui sont radicalement différents.
Donc là, je veux créer un catalogue Trino, c'est-à-dire un gros regroupement de données. Et je veux, dans un même temps, ça c'est la plateforme qui va s'en occuper, mais ça ne serait pas dur à déployer, ça ne serait pas extrêmement dur à déployer pour nous-mêmes dans un objectif de POC, de dire je vais déployer donc en l'occurrence un SI qui est un catalogue HTTP, et ça c'est un catalogue Iceberg, à côté qui va faire office de mon grand catalogue de bibliothèques. Donc je crée juste ça rapidement, je l'appelle Iceberg mais il pourrait s'appeler n'importe comment. Alors l'UX c'est pas terrible, on travaille dessus. Promis. Dans quelques temps, si vous venez tester, ça marchera super bien. Hop, et je vais... Storage. J'ai juste créé dans mon Minayo, je vais vous le montrer. Hop. Tac, tac. Donc mon catalogue est créé, ça c'est top. Et dans mon Minayo, j'ai juste créé par avance un bucket storage. J'ai besoin de dédier un bucket à ce que je vais faire. C'est ce que je fais et vous êtes témoin, il est vide. Tac, parfait. Oups. Et ouais. C'est pour un POC, ça va. Non, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça. Donc, deux choses. Est-ce que ça se lit déjà? Non. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout zoomer? Est-ce que je peux faire quelque chose comme ça? Oh. C'est précis, Mac. Ok, je crois. Est-ce que là, c'est lisible? Ok, au fond, on me fait des pouces en l'air, je pense que c'est bon. Donc moi, je me base, du coup, je vous l'ai dit, sur de la donnée open source. En l'occurrence, j'ai récupéré du jeu de données du gouvernement toutes les ventes immobilières de 2024. Ça, c'est accès en libre service. Alors vous voyez que du coup, il y a un petit temps de décalage, vous ne l'aurez pas en temps réel en passant par ça. Mais du coup, sur 2024, j'ai l'entièreté des ventes immobilières qui ont été faites avec tout un tas d'informations autour. Je reviens dessus après. J'ai récupéré de la métropole de Montpellier qui nous met gentiment à disposition des données aussi, des points d'adresse, les quartiers de Montpellier, les sous-quartiers de Montpellier et les espaces verts. Alors, petit disclaimer, la donnée, l'open data, c'est super, c'est très pratique, mais vous êtes un peu tributaire de la qualité de la donnée qui vous est offerte. Je vous en reparle au moment des espaces verts. Autre chose, pour simplifier tout ça, j'ai fait donc des Jupyter Notebook en Python. Vous excuserez la qualité du code. Au début, je pensais le faire en Rust et je me suis dit que pour la compréhension, c'était peut-être pas le top. Je vois qu'il y en a qui auraient préféré que ça soit en Rust et on fera malheureusement avec du Python. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je vous ai parlé d'avoir des layers bronze, silver et gold. C'est donc ce que je vais essayer de créer. D'abord, je voudrais faire ingérer toute ma donnée brute dans mon layer bronze. Pour ça, alors moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'importer directement la donnée brute chez moi, la convertir en table directement. Je vous parle après de comment je fais ça. Il y a plusieurs façons de le faire. Et de l'exploiter de cette façon, de mettre directement la table dans mon data lakehouse. J'aurais pu le faire autrement, j'aurais pu directement uploader mes CSV, mes JSON, mes CSV. C'est un autre CSV, le .txt est un CSV. Et tout uploader et le manipuler après. C'était plus embêtant. Et là, en l'occurrence, c'est plus pour une petite démo, donc je me suis contenté de ça. Donc, lançons-nous doucement avec l'entièreté des valeurs immobilières des ventes immobilières en 2024 sur toute la France. Donc, j'ai tout un tas de données qu'il me faut nettoyer, renommer parce que j'avais envie, mais c'était pas essentiel. Gérer certains problèmes avec la façon dont est formatée la donnée, remplacer des points par des virgules, ce genre de choses. Là, vous voyez que c'est plutôt rapide. Ça se passe plutôt bien et on l'a fait en une dizaine de secondes. Ce que j'avais essayé au début de faire, c'était de le prendre et faire des inserts dans ma table, en gros.
Donc manipuler ma donnée, la transformer, et donc cette partie-là aurait été vraiment similaire, et faire des inserts dans ma table. Ça prenait un peu plus de 4 heures pour juste ce jeu de données-là. Donc voilà, sachez-le, pour insérer un gros, c'est même pas un très gros, mais un gros volume de données, c'est pas la façon la plus optimale. Et donc il y a une autre solution. La solution, c'est que je vais prendre là ce que la table que j'ai formée, donc c'est juste un gros array en gros, c'est un data frame, pardon, si je veux utiliser les vrais termes. Je vais l'uploader sur Minayo en tant que fichier Parquet. Donc je prends toute ma donnée, je la formate en Parquet et je l'upload sur Minayo. Et ça, c'est relativement rapide. Dans 30 minutes, c'est fini. Donc pareil, 10 secondes, plutôt rapide. Et c'est là que ça devient intéressant. Je vais dire à mon Trino, regarde, je crée une table qui contient tout un tas de données donc, qui me sont fournies, et je veux que tu sauvegardes ça donc, dans mon layer bronze, sous le nom property value. Ça, c'est pour les fichiers qui vont être stockés derrière, data et metadata. Je vous montre à quoi ça ressemble juste après. Et du coup, je crée ma table, tout le monde est content, je vais donc me retrouver avec une table vide. Et c'est là qu'il y a un peu de magie qui entre en jeu, c'est que je vais prendre le fichier Parquet que j'ai généré, donc qui est accessible sur mon stockage, et je vais dire à ma table, regarde, tu peux te servir de ça comme si c'était un de tes fichiers. Tu n'as rien à écrire, tu peux juste prendre la donnée et regarder à quoi ça ressemble. En 0,4 secondes, c'est fait. Plutôt rapide. Et on vérifie que ça a marché, parce qu'on est des gens bien. Ouais, alors, le problème de ça, c'est que c'est illisible. Tac, 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 si je prends, je n'y vois rien. Tac, j'aimerais ça. Touc, 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 et je vais le déplacer comme ça. Donc, deux choses à voir. La première, c'est que j'ai donc mon dossier bronze qui a été créé, et j'ai mon property values.parquet qui a été généré, top. Donc ça, c'est ce que j'ai uploadé. Et quand j'ai dit de créer ma table, il a créé en fonction un dossier avec le nom de la table, super, enfin avec le nom que je lui ai référencé. Et là-dedans, il y a deux dossiers. Un dossier data, qui là est très visible, pour une seule et bonne raison, c'est que pour l'instant, en fait, je ne lui ai fait aucun insert, donc il n'a pas de raison de stocker de la donnée. Il se base exclusivement sur un fichier qui est ailleurs. Il se dit, c'est bon, ça va passer. Et un fichier metadata, donc il est allé lire le fichier que je lui avais donné et créer tout un tas de métadonnées autour pour être capable. Tiens, d'ailleurs, c'est pas du Parquet ici, c'est du Avro pour la métadonnée. Pour être capable de dire, OK, je sais à quoi ressemble ta donnée, je sais quelle tête ça a. Et donc, si on veut aller vérifier que tout fonctionne, tac, 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 hop, parfait. Je vais avoir besoin d'un refresh. Et quelle tête a ma donnée, 11, et donc j'ai des données, hop. Donc là, j'ai pas mal de données, donc avec des noms de rues, des valeurs, des surfaces habitables, tout un tas de choses. Mais ça ne va pas me suffire parce que j'ai pas mal de choses à faire, et ça, c'est un peu léger. Donc en fait, je vais faire la même chose pour mes autres données que je veux ingérer. Je fais une petite parenthèse sur les districts. Je vous ai dit tout à l'heure que si je faisais des inserts, ça prenait 4 heures. Comme les les quartiers de Montpellier, il n'y en a pas tant que ça, quartier sous quartier. Je peux faire directement avec des inserts, je fais une boucle for, et ça fonctionne très bien. Donc je run exactement la même chose ici. Paf. Ça reste un petit peu long là, et on parle de... il y en a 30, je crois, des quartiers à Montpellier. Et vous voyez qu'on est à 10 secondes pour 30 quartiers. Il y a plus efficace. Et donc, je me retrouve avec une liste des quartiers et la géométrie qui me servira plus tard à localiser où sont les rues, les appartements, etc. Être capable de les placer dans les quartiers en fonction de la forme. Parce que visiblement, quand vous utilisez les données de la métropole,
et du data.gouv, vous n'avez pas mieux pour localiser ce que vous voulez. Je fais exactement la même chose, hop, pour les adresses, qui vont juste me permettre de localiser les rues et après de faire un lien avec les quartiers. Hop, et pareil pour les zones vertes. Hop. Et là, je suis content, c'est-à-dire que j'ai tout un tas de données brutes qui ont été ingérées. Parfait. Je vais pouvoir passer à faire du traitement. Donc la première chose que je vais me dire, c'est super, j'ai toutes les données de France sur les ventes en 2024, mais en fait, moi, je cherche quelque chose d'un peu plus spécifique que ça. J'aimerais un appartement spécifiquement et de préférence sur Montpellier. Donc c'est ce que je fais, je clean, j'enlève tout le reste. Je pourrais faire tout un tas de nettoyage autour, mais gardons ça relativement simple. Et je fais autre chose. Si vous vous posez la question de à quoi ça sert ça, et le groupe Buy qui est juste au-dessus, ils font quelque chose d'un peu particulier, c'est que quand vous achetez un immeuble, tous les appartements de l'immeuble sont notés comme au prix de l'immeuble. Ça fausse un peu vos informations, donc en fait je retire tout ça, je groupe, donc toutes les transactions pour les immeubles sont faites au même moment, au même prix, dans la même rue, et donc ça me permet de les regrouper, de dire ok, tout ça c'est pareil, j'enlève parce que ça va complètement fausser ce que je fais. Et je vérifie que le prix soit au-dessus le prix au mètre carré soit au-dessus de 1000 et sous 20 000, parce que il y a des données qui ne répondent pas à ça. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup d'appartements à Montpellier qui se vendent à 300 € le mètre carré. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi. Hop, donc pardon, toc. Donc je lance ça et je suis capable donc de créer une information nettoyée qui me sera utile pour plus tard. Je vais faire la même chose, je vais faire le même genre de raisonnement pour obtenir des données intermédiaires comme des prix moyens par mètre carré, des prix au mètre carré, des prix maximum au mètre carré, des valeurs minimales, maximales de vente, ce genre de choses. Hop, et je suis très content que je regroupe par rue pour me simplifier la tâche. Je fais ici, qu'est-ce que je fais ici ? Je récupère les positions des rues parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas d'autre façon de les localiser dans les quartiers. Et moi, j'aimerais me rendre une information par quartier. Parce que par rue, c'est intéressant, mais peut-être un peu trop précis pour chercher. Et je les localise. Donc pour ça, vous voyez que je fais plein de jointures entre mes tables silver et bronze pour réussir à obtenir mon information, et j'utilise les fonctions de géométrie qui sont directement intégrées à Trino pour être capable de dire ok, le point de ma rue, les coordonnées géographiques de ma rue, elles se retrouvent bien dans mon quartier, c'est donc que ma rue appartient à mon quartier. Facile. Et je fais la même logique de nettoyage, traitement d'informations pour les espaces verts, où là, j'essaye d'obtenir l'information de quelle surface ça représente, quelle surface représente les espaces verts. Pareil, j'ai une géométrie, j'ai la forme de tous les espaces, techniquement, j'y reviens après, de techniquement tous les espaces verts de Montpellier. Du coup, je suis capable d'en déduire une surface. Donc, je suis très content, j'ai plein de choses, et donc je vais aller vers mon objectif final, qui est du coup mon gold. Je reprends juste ma donnée silver. Hop. Donc je crée un schéma gold. Ça, c'est une architecture, c'est l'architecture de catalogue, schéma, table, que vous pouvez voir si je fais tac, tac, tac. Si je vais là-dedans, vous voyez qu'en fait, toutes mes queries se font dans iceberg. Donc ça, c'est mon catalogue iceberg. Point le nom de mon schéma, point le nom de ma table. C'est du détail, mais écoutez, vous le saurez. Et donc là, j'essaye de dire, j'aimerais avoir une idée des surfaces des sous-quartiers et être capable de dire, j'aimerais être capable de dire, comparer la surface totale à la surface de zone verte et de dire, ok, c'est vert à tel pourcentage. Donc 100%, ça serait, il n'y aurait que de la verdure, vous seriez en pleine nature. Et est-ce qu'on y voit quelque chose? Non, je pense pas. Ça ne zoome pas. C'est très très fort. Et ça, je peux le faire, mais on s'en moque.
Je me suis perdu. On voit donc, parce qu'on a des super résultats, que les hauts de Massane, c'est donc j'ai trié par pourcentage de verdure décroissant. C'est le quartier le plus vert, avec 40% de verdure quasiment. Ensuite, vous avez Hôpitaux Faculté avec 25%. Et tout en bas, vous avez Port-Marianne avec 6%. Quand on arrive là, il y a un truc qui nous met un peu la puce à l'oreille sur le fait que quelque chose se passe mal. Je vous ai dit qu'il y avait une trentaine de sous-quartiers à Montpellier. Et là, je suis en train d'afficher toutes les données que j'ai. Donc, il se trouve qu'ils ont fait du référencement sur les zones vertes, mais pas sur toutes. Et du coup, ça laisse un peu supposer que potentiellement, si Port-Marianne n'est vert qu'à 6%, est-ce qu'il est vraiment vert à 6% ou est-ce qu'ils n'ont référencé qu'une partie des zones vertes de Port-Marianne? Je ne saurais pas vous le dire. Mais du coup, pour l'exemple, ça vous permet donc d'avoir des informations. C'est très important pour vous d'avoir des zones vertes autour de chez vous. Ben, vous avez une information sur laquelle vous basez. Je fais un peu la même idée. Je reprends des données Silver que je traite juste un petit peu pour en faire donc mes données finales. Et là, par contre, j'ai beaucoup plus d'informations et je suis capable donc, pour chaque quartier, de savoir lequel, là, c'est trié par ordre de prix au mètre carré moyen décroissant. Donc, on voit que, avec beaucoup de surprises, Port-Marianne est le quartier le plus cher au mètre carré. On a ensuite le centre historique, Boutonnet, la gare, et tout en bas, vous avez la Paillade, Saint-Martin, la Martelle, Celle-Neuve. Donc vous êtes capable, là, si vous cherchez un appartement, d'avoir une idée assez précise du prix moyen, alors en 2024, mais du prix moyen au mètre carré. Si vous voulez vous baser sur les valeurs minimales, maximales, tout ça, vous êtes capable de le faire. Et peut-être plus intéressant encore, si vous avez le bon tooling, vous êtes capable donc, tac, je reviens là-dessus, je fais un petit refresh. Et je veux mon information gold. Disons qu'on veut les valeurs. Donc, j'ai de l'information, je le sais, et j'ai une idée globale de à quoi elle ressemble. Ça, pas de surprise, c'est ce que je viens de vous montrer. Mais si vous avez le bon tooling, avec ça, vous êtes capable de fournir tout un tas... Enfin, vous êtes capable de fournir des on-points. Oh là, qu'est-ce que c'est moche. Vous êtes capable de fournir des on-points et de dire à vos équipes, regardez, je vous ai fait de la donnée, vous êtes capable de l'utiliser, vous êtes capable de faire des schémas de la même façon et donc d'exposer toute la donnée que vous avez créée. Tout ça, je l'ai fait là, moi, de mon côté, sur un jeu de données qui n'est pas très gros. Alors, c'est un peu plus volumineux que si j'avais fait un petit CRUD basique. Mais ce n'est pas un très gros jeu de données, je l'ai fait tout seul, ça perd carrément de son intérêt. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous travaillez à plusieurs, vous êtes donc capable de mutualiser énormément toutes votre données et de mutualiser en plus tous vos traitements intermédiaires. C'est-à-dire que là, je vais utiliser mes données Silver dans un certain objectif. Des gens pourraient reprendre ces données-là et en faire autre chose. Hop. Magnifique. Et deuxième chose, là je vous ai fait tout ça à la main avec mon super Jupyter Notebook. Évidemment, si vous voulez le faire vous en production, je vous invite à mettre tout un tas de tooling autour. Donc vous pouvez mettre du Datamesh, SBT, Flink. Vous pouvez mettre tout un tas de choses, processer vos informations comme habituellement. Et tout se passera beaucoup mieux que si vous renez ça tous les lundis à 5 h avec votre Jupyter Notebook ou avec je ne sais pas trop quoi. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions, je crois qu'on a le temps pour quelques-unes et j'en profite pour vous laisser derrière. Si vous avez des retours, je suis preneur de absolument tout. Si vous voulez tester vous-même, vous avez le lien en dessous. Alors, je vous ai dit, l'UX pour l'instant est un peu moyenne pour créer tout ça, mais ça va s'améliorer prochainement. Donc, si vous voulez mettre ça dans un bloc-notes ou je ne sais pas trop. Et si vous voulez qu'on reste en contact, vous avez mon LinkedIn en haut. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Ah ouais, je vous ai séché. Je vais imaginer que c'était super clair du coup. Vas-y. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est Mignot pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce service?
Alors, ma problématique, c'est que j'allais expliquer Minayo en me basant sur S3. Les gens qui connaissent pas forcément ce qu'est Minayo ne savent pas forcément ce qu'est S3 non plus. Donc S3, c'est du stockage de fichiers qui est proposé par Amazon. Vous allez sur Amazon, vous faites 3 clics, vous pouvez mettre des fichiers en ligne, y avoir accès, il y a des trucs de sécurité autour, c'est très bien. Et quand vous n'avez pas envie de passer par Amazon et que vous avez envie de mettre ça en place chez vous, par vous-même, bah, vous avez Minayo. Ça reprend toutes les API de S3, donc vous pouvez passer de l'un à l'autre de façon complètement transparente. Et ça vous permet de faire exactement la même chose, c'est-à-dire ce que je vous montrais un peu plus tôt. Vous avez des dossiers, des fichiers, vous mettez tout ça là-dedans et vous êtes capable de l'exploiter. Et donc ça a la capacité de scaler très très bien. Donc sur Amazon, ça scale avec la carte bleue. Sur Minayo, ça scale avec la carte bleue, mais moins et un peu d'huile de coude. Donc c'est des choix à faire à un moment donné. D'autres questions? Interrogations, remarques? Parfait. Bah, merci beaucoup.